Bonjour à toutes et tous, je me présente, Olivier Poncer, responsable de l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin. Cet atelier forme des étudiants au grade de Master 2 à la pédagogie par l'image, à la transmission des sciences et des savoirs par les arts visuels et numériques. Tout d'abord, je remercie Catherine Alamel-Raffin pour son invitation. Mon intervention va porter sur la question de l'objectivité et de la représentation anatomique, par l'étude visuelle de deux atlas anatomiques remarquables d'Albinus et Vandelard et de Bourgerie et Jacob. Tout au long du cursus de formation de l'atelier de didactique visuelle, nous menons des collaborations diverses avec des composantes de l'Université de Strasbourg, en particulier le master d'histoire de l'art de la Faculté des sciences historiques, avec mon collègue et ami Martial Guédron, qui est déjà intervenu dans ce cycle de conférences. Les deux projets que je vais vous partager aujourd'hui sont exemplaires du type de collaboration menée avec ce master. En ouverture, je vous propose de découvrir le site de l'atelier de didactique visuelle, didactiquevisuelle.fr. Ce site présente tout à la fois l'actualité de l'atelier, mais également la mémoire des différents projets pédagogiques menés tout au long du cursus. Il y a également une rubrique métier qui témoigne de l'insertion professionnelle de nos diplômés. Et enfin, une rubrique curiosité où sont publiés des articles écrits par nos étudiants et démontrant la diversité de leurs centres d'intérêt. Au pied de la page d'accueil, vous pourrez retrouver les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, mais également des liens vers les différents projets menés dans le cadre du programme de recherche Didactique tangible, convergence et interaction entre art et sciences, et bien entendu le lien direct vers le site portail de ce programme, didactiquetangible.fr. Ce programme de recherche a deux volets, un volet recherche fondamentale naturellement, composé de conférences, de séminaires, de journées d'études qui sont restituées en vidéo, et un volet recherche appliquée, recherche-action, avec toute une gamme de projets qui sont là encore présentés dans le détail. C'est un site très riche qui renvoie aussi à d'autres ressources. Lorsque nous développons pour un projet particulier un site dédié. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir dans le détail deux de ces projets. Le premier est l'Atlas du squelette et des muscles de l'homme de Bernard Siegfried Albinus et de Jan Vandelard. Bernard Siegfried Albinus, 1697-1770, est allemand, professeur d'anatomie et de chirurgie à l'université de Leyde, et il s'est associé à Jan Vandelard, 1690-1759, qui lui est peintre, portraitiste et paysagiste, dessinateur et graveur. Vandelard avait eu une première expérience de la pratique de l'illustration scientifique. Il avait illustré les premiers ouvrages du naturaliste suédois Carl von Linné. La collaboration entre Albinus et Vandelard commence en 1723 et se poursuit durant une vingtaine d'années. Ils ont même habité sous le même toit. L'exemplaire de l'atlas anatomique que nous avons étudié est en dépôt à la bibliothèque de médecine et d'odontologie de la faculté de médecine de Strasbourg. Il appartient au fonds de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. En 1444, par peur des bombardements risquant de toucher Strasbourg, le fonds de médecine de la BNU est mis en sûreté, croit-on, à la mairie de Bar. Le 28 novembre 1944, Bar est le théâtre de combat entre les troupes allemandes et américaines. Le bâtiment où sont entreposées les collections prend feu. Une partie du fonds disparaît irrémédiablement, d'autres ouvrages, gravement endommagés par le feu et l'eau, en conservent les stigmates. Ainsi en est-il de cet atlas. La restauration dont il a fait l'objet, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas réussi à effacer certaines taches et déchirures consécutives au conflit. Pour autant, c'est un ouvrage exceptionnel que nous avons eu grand plaisir
à étudier et à documenter. La notion d'objectivité, comme d'ailleurs celle de modèle, croise de façon presque systématique les problématiques d'études que nous abordons dans le cadre du programme de recherche didactique tangible. Aussi, à travers l'étude de ces deux atlas, je vais essayer d'éclairer quelques-unes de ces problématiques touchant à la question de l'objectivité. En premier lieu, nous pourrons nous attacher ici à la question des rapports entre Albinus et Vandelard, plus généralement les rapports entre un scientifique et un artiste. À cette époque, il arrivait qu'il y eut des conflits entre le naturaliste et l'artiste quand ce dernier refusait d'accepter le rôle subalterne que lui assignait le scientifique. Cette question demeure et peut rester une pierre d'achoppement entre deux professionnels travaillant aujourd'hui. Albinus travailla de nombreuses années avec Vandelard. Il corrigeait ses dessins ainsi que leurs transcriptions gravées. Mais l'artiste fut autorisé à ajouter des ornements à l'arrière-plan pour embellir les planches. Ces dernières furent parfois vivement critiquées, notamment par l'anatomiste hollandais Peter Camper, en raison de ces décors fantaisistes dans lesquels évoluaient squelettes et écorchés. Mais Albinus défendit fermement le travail de son illustrateur et associé. En ce sens, leurs rapports sont particulièrement harmonieux, ce qui est remarquable et à souligner. Comme illustration de ce dialogue entre un propos scientifique et un discours artistique, je vous propose de nous attacher quelques instants à ces deux planches anatomiques représentant à la fois un écorché et un rhinocéros en arrière-plan dans un décor naturel. Avec les étudiants, qui sont eux-mêmes praticiens du domaine d'études, nous avons retravaillé les planches numérisées pour faire disparaître le premier plan, pour faire disparaître le squelette. Ainsi, dans l'application, d'un simple glissement de doigt, on pouvait basculer de la planche originale à une planche naturaliste présentant simplement un rhinocéros en trois quarts face ou en trois quarts dos. C'est un des grands intérêts de ces études visuelles menées de concert avec des étudiants en histoire de l'art et des étudiants en didactique visuelle, que de pouvoir ainsi faire parler les images, de les confronter, de les retraiter, de révéler un propos scientifique, de donner des clés de lecture. Au-delà des rapports entre scientifiques et artistes, une autre question se pose lors de la réalisation d'un atlas anatomique, c'est la question du choix du modèle. Sommes-nous ici dans une représentation objective de la nature ou dans une reconstruction ? Albinus ne voyait aucune contradiction entre sa recherche du parfait et celle du juste, autrement dit, entre sa quête de la beauté et celle du vrai et de l'exactitude. Son but était de produire un atlas anatomique irréprochable, de créer une vérité d'après nature. Ainsi, le choix du modèle était très important. Il nous explique dans son introduction à l'ouvrage, je cite, mon choix s'est porté sur un squelette qui présente des signes à la fois de force et d'agilité, qui dans l'ensemble est élégant, mais non point trop délicat, car il ne doit montrer ni rondeur, ni minceur féminine et juvénile, ni de forme mal dégrossie ou maladroite. Car, comme je voulais représenter un exemple de la nature, j'ai choisi de n'en retenir que la plus belle image. Fin de citation. Selon lui, le squelette idéal n'existait sûrement pas dans la nature et le squelette le plus irréprochable ne pouvait de toute manière n'en fournir qu'une approximation. Albinus fit le choix d'un squelette d'homme car, traditionnellement, la quête de la perfection du corps humain, que ce fût des proportions ou de l'anatomie, n'était envisageable qu'à travers le corps masculin. Les planches ambitionnaient de dépasser tous les ouvrages d'anatomie publiés jusque-là, et en particulier celui d'André Vézal, La Fabrica, publié en 1543 à Bâle. Dans les deux cas, les écorchés sont dans des postures expressives et l'arrière-plan est particulièrement travaillé. Chez Vézal, les corps sont torturés, ils se dégradent à l'image des bâtiments de l'arrière-plan qui, par métaphore visuelle,
renvoie à la notion du corps comme fabrique. Il porte les stigmates de la culpabilité du condamné autant qu'il témoigne du regard porté à l'époque sur la dissection. Pour mémoire, les corps utilisés dans le cadre des séances de dissection étaient des cadavres de condamnés à mort, déterrés plus ou moins clandestinement à la nuit tombée. Les écorchés des planches d'Albinus sont harmonieux, élégants, entourés d'une nature luxuriante et d'architecture puissante, avec un raffinement dans la facture permis par la gravure à l'eau forte, non plus la gravure sur bois comme pour Vézal. Chez Vézal, l'arrière-plan se dégrade en même temps que l'effeuillage du corps, tandis que dans le cas d'Albinus, chaque planche possède son propre paysage sans logique chronologique apparente. Par comparaison, Albinus donne une vision apaisée et noble de l'anatomie comme le point de rencontre entre art et science. Afin de poursuivre notre réflexion sur les relations entre objectivité et représentation anatomique, nous allons continuer à feuilleter cet atlas. Nous pouvons observer que deux modes graphiques sont utilisés pour représenter les corps. Un traité modelé avec des ombres propres et des ombres portées, et un traité filaire, une forme de tracé technique avec de nombreux appels qui renvoient à la nomenclature. Cette technique est apparue à la fin du XVIIe dans l'ouvrage de Nicolas Sténon, Discours sur l'anatomie du cerveau, publié à Paris en 1669. Ces deux façons de représenter le corps, ces deux factures graphiques font véritablement écho à la pratique de l'illustration telle qu'elle peut être envisagée au sein de l'atelier de didactique visuelle, où, suivant les contextes, on peut utiliser une facture très sensible, personnelle, originale, si par exemple on s'adresse à des enfants dans un support touchant au deuil par exemple, et une autre facture beaucoup plus à distance, beaucoup plus technique, lorsque par exemple on explique une procédure chirurgicale ou toute intégration d'une dimension émotionnelle serait malvenue et contre-productive quant à la lisibilité et à la clarté du message. À présent, je voudrais vous partager une proposition de représentation du dispositif d'observation utilisé par Albinus et Vandelard, une proposition qui est véritablement la découverte de ce projet de recherche. Afin de s'assurer que les illustrations respectaient scrupuleusement les proportions parfaites, les deux hommes optèrent pour l'utilisation d'une double grille complexe qui rappelle les machines à dessiner ayant, depuis la Renaissance, servi d'auxiliaire à la représentation naturaliste. Nous nous sommes heurtés à l'application concrète des explications avancées par Tim Wiesmann, qui propose une reconstitution des dispositifs d'observation utilisés pour la réalisation de l'atlas anatomique dans son article Squares and Diopters, The Drawing System of the Famous Anatomical Atlas, paru chez Tractrix en 1992. La première étape de dessin ne pose pas de questions. Le dessinateur, situé à distance du modèle à 40 pieds, 12 mètres 50, n'est pas trompé par les déformations de parallaxe. Une grande grille, composée de carrés de 7,2 cm de côté, affleure le squelette et le même quadrillage est reporté sur le support de dessin à taille réelle. La deuxième phase de dessin n'est pas claire dans son explication. Le dessinateur est censé être à présent à 4 pieds, 1,25 m, du modèle. Il l'observe à l'aide d'une deuxième grille dont chaque carré est subdivisé en 10. Nous avons donc imaginé un viseur, un long parallélépipède rectangle de 1,25 m, creux de section carrée. Celui-ci a la taille d'un carré de la grille originelle par lequel le dessinateur regarderait le modèle. Au bout de ce viseur serait disposée une deuxième grille réduite à 1/10 de la grille originelle et collée contre cette dernière. Le dessinateur
déplacerait ce viseur strictement horizontalement et perpendiculairement à la grille originelle et pourrait ainsi détailler chaque zone indépendamment. Focalisé sur chaque carreau, le dessinateur pourrait ainsi affiner les détails sur l'esquisse mise en place à la première étape de son travail. Nous avons donc modélisé cette proposition et quelle ne fut pas notre surprise quelques mois plus tard lorsque Martial Guédron, notre collègue et ami historien de l'art, a découvert dans un recueil de machines à dessiner un dispositif très semblable à celui que nous avions déduit en expérimentant avec les étudiants différentes solutions. C'est là encore la démonstration que faire travailler des étudiants experts du domaine d'études, illustrateurs, dessinateurs eux-mêmes, est une véritable valeur ajoutée dans le cadre de tels projets de recherche liant histoire de l'art et pratique de l'illustration. Je vous propose à présent de circuler rapidement dans une captation de l'application. Elle a été publiée sur l'App Store, mais n'est malheureusement plus disponible car nous avons découvert, lorsque nous avons créé ces différentes applications, nous en avons publié 4 sur l'App Store et une sur Google Play, que ces différentes plateformes sont en fait dans une logique d'obsolescence, au sens où toutes les 3 ou 4 années, il faut mettre à jour les applications, sinon elles sont retirées du store. Or, la technologie que nous avions utilisée pour développer l'application sur Albinus, et d'autres d'ailleurs, était un logiciel développé par Adobe, Digital Publishing, qui était un logiciel additionnel à InDesign. Or, un jour, Adobe a décidé de ne plus poursuivre le développement de cette extension. Aussi, nous n'avions aucune solution technique pour mettre à jour nos applications, et donc, une à une, elles ont été retirées du store. Dans cette application, nous avions la possibilité naturellement de feuilleter l'intégralité de l'ouvrage numérisé, mais aussi de zoomer dans certaines des gravures pour observer la finesse du travail de Vandelard. Le lecteur était invité à effeuiller les écorchés en glissant son doigt sur l'iPad pour retrouver la logique d'un atlas anatomique qui est, en tournant les pages, de découvrir les différentes couches musculaires jusqu'à l'os. Cette partie aborde la question des légendes évoquées précédemment. Bien entendu, sur un support numérique, il est beaucoup plus facile de mettre en lien un appel, alors que dans l'ouvrage lui-même, il est assez fastidieux de retrouver la correspondance dans cette myriade d'appels entre un signe et la légende correspondante quelques pages plus loin. Ici, un chapitre de l'application consacré aux plantes. En effet, de nombreuses plantes sont dessinées dans les décors autour des modèles anatomiques. Elles ne tiennent pas seulement à l'intérêt que Jan Vandelard, illustrateur de Linné, portait à la botanique, ni au plaisir qu'il avait à les représenter. Elles ont une valeur symbolique et leur identification permet de décoder la référence aux vertus médicinales qui leur étaient associées. Nous avons travaillé avec l'herbier de Strasbourg et chaque plante est mise en lien avec une planche d'herbier d'une époque approchant la création de l'Atlas d'Albinus et Vandelard. Et pour finir, une rubrique comprenant une étude des choix typographiques, des signes graphiques comme les culs de lampe qui ornent les pages et de la nature du papier. Le deuxième atlas anatomique dont je voudrais vous parler, qui a fait lui aussi l'objet de plusieurs années d'études dans le cadre de notre programme de recherche didactique tangible, est l'atlas de Jean-Marc Bourgerie et Nicolas-Henri Jacob, traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire, paru pour sa première édition à Paris chez Delaunay de 1831 à 1854. L'exemplaire filmé ici est à nouveau un exemplaire que nous avons pu consulter à la bibliothèque de médecine et d'odontologie de la faculté de médecine de Strasbourg, appartenant à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Pour ce projet, nous avons consulté différents exemplaires dans différentes bibliothèques, j'y reviendrai plus tard, mais ce qui est à souligner, c'est qu'à Strasbourg, nous avons
les deux éditions de cet ouvrage, l'édition Delaunay et l'édition Guérin, dans leur version noir et blanc et couleur, ce qui est particulièrement exceptionnel. Pour mémoire, le médecin anatomiste Jean-Marc Bourgerie est né en 1797 et mort en 1849, soit quelques années avant la parution du dernier tome de la première édition de l'Atlas, et le peintre lithographe Nicolas-Henri Jacob est né en 1782 et mort en 1871. Ils ont été, comme Albinus et Vandelard, en quête du modèle idéal pour réaliser leur atlas. Ce qui relie ces deux démarches, c'est que pour l'un comme pour l'autre, les atlas sont entièrement dessinés d'après nature. Souvent, les atlas anatomiques reprenaient des illustrations d'ouvrages antérieurs. Là, tout est redessiné d'après nature. L'objectivité en anatomie, c'est rechercher la définition d'un modèle de référence qui transcende les variations anatomiques. Autrement dit, un cœur tel qu'il est représenté dans un atlas anatomique ne sera jamais à l'identique de celui d'un individu réel, quel qu'il soit. Mais cette représentation générique, exemplaire, comportera l'ensemble des points de repère, toute la nomenclature relative à cet organe, à la compréhension de sa topographie et de son fonctionnement. Pour l'atlas de Bourgerie et Jacob, nous retrouverons le même type de relation entre scientifique et artiste que celle qu'ont partagée Albinus et Vandelard. Je vais vous lire un extrait de la présentation de l'ouvrage par Bourgerie qui dit à la fois son rapport à Jacob, mais également donne un certain nombre d'informations sur le choix du modèle. Je cite: « Le texte, pour cette section, devant être accompagné d'un très grand nombre de planches afin de rendre facilement comparables entre elles toutes les parties de notre travail, nous avons dû nous créer un type idéal de la forme la plus belle et du parfait développement de l'espèce, type d'après lequel toutes les figures seraient également représentées dans ce but. Nous sommes convenus de décrire l'homme de race caucasique, d'une taille de 5 pieds, âgé de 33 ans et doué des plus heureuses proportions. À son étude, nous rattachons celle de l'enfant et du vieillard, en d'autres termes, c'est toujours le même individu idéal que nous décrivons tel qu'il a dû être et tel qu'il serait par les progrès de l'âge. La femme, qui n'est qu'un homme modifié pour l'accomplissement de certaines fonctions, doit être décrite en même temps pour chacune des parties de son organisation qui offrent des dissemblances. Désireux de rendre notre ouvrage complet sans trop multiplier le nombre des planches, nous avons, en adoptant deux échelles différentes, pris un terme moyen qui nous permettra de renfermer un grand nombre de figures dans un même cadre. Pour l'anatomie descriptive, la tête, la main, le pied, les viscères, les organes génitaux seront représentés dans leur grandeur réelle. Toutes les autres parties seront réduites à la proportion de demi-nature. Cette dimension, assez considérable pour bien représenter les détails, offre en outre, pour l'ensemble, l'avantage de pouvoir saisir d'un seul coup d'œil toutes les parties du dessin. Quant à ce qui concerne l'anatomie chirurgicale et les opérations les plus importantes, afin de laisser dans l'esprit de nos lecteurs des images exactes, nous retraçons les objets dans leur dimension réelle et nous donnerons dans une proportion réduite les procédés opératoires les moins usités. Enfin, pour les détails d'anatomie fine et d'anatomie générale, nous ne nous astreindrons pas à faire un usage exclusif d'une échelle quelconque et, suivant le besoin, nous ferons dessiner les objets grossis à un plus ou moins grand nombre de diamètres. Pour éviter au lecteur la fatigue et le désagrément de tourner sans cesse un grand nombre de feuillets, la description des figures, séparée du texte, sera toujours placée en regard de la planche à laquelle elle appartiendra. Cette description se composera de deux parties. La première exposera la disposition générale des dessins en indiquant les parties qui ont été représentées et donnant l'énumération de celles qui ont dû être enlevées. La seconde partie aura pour objet l'explication des figures. En terminant cette introduction, qu'il me soit permis de faire connaître ma véritable position à l'égard de mon collaborateur et ami,
Monsieur Jacob. Depuis que l'on publie des ouvrages scientifiques accompagnés de planches, on a toujours appelé le livre du nom de l'auteur du texte, sans faire mention de l'artiste qui avait coopéré. L'écrivain lui-même regardait l'ouvrage dans son entier, comme le sien propre. Seulement, lorsque ses travaux et ses idées lui avaient paru convenablement représentés, il votait dans une préface quelques vagues remerciements aux artistes qui l'avaient aidé de leur talent. Cela peut être juste si l'auteur a été dans la nécessité de former ses dessinateurs, mais il n'en est pas de même lorsque l'on emploie le talent tout acquis d'un artiste qui a fourni ses preuves de capacité. Cette dernière position est la mienne. L'ouvrage que nous publions, Monsieur Jacob et moi, doit être considéré comme le produit des efforts combinés de chacun de nous en ce qui le concerne. Nous avons pris l'engagement de représenter en conscience ce qui nous paraîtrait le mieux, en nous aidant mutuellement des lumières l'un de l'autre. Ainsi, pour toute l'étendue de l'immense travail que nous avons entrepris, M. Jacob doit être considéré moins comme un auxiliaire doué d'un talent spécial que j'aurais utilisé, que comme un collaborateur dont les bons avis m'auront souvent été utiles. Et si, dans le cours de nos publications, nous étions assez heureux pour que l'on applaudît à la composition de quelques-unes de nos planches et à la manière dont y seraient présentés les objets, je préviens à l'avance nos lecteurs que je dois déjà beaucoup, sous ce rapport, à M. Jacob et que, indépendamment de l'effet pittoresque dû à son beau talent, il ne serait jamais étranger au mérite de la disposition. Fin de citation. Pour cet atlas, notre enquête a porté sur le mode d'impression de l'édition couleur. Je vous invite à découvrir le site internet dédié qui a été créé, bourgerie-jacob.fr. Ce site internet a pu être développé grâce au soutien de l'UOH, l'Université ouverte des humanités, une des 8 universités numériques en France qui proposent sur leur portail des contenus à destination des étudiants et des enseignants de l'université. Ce site internet est pensé comme un véritable outil pédagogique. Chaque rubrique fait l'objet d'une fiche pédagogique accessible en ligne et téléchargeable en PDF qui propose un protocole d'exploration de la thématique, des ressources complémentaires et de petits exercices qui prolongent la découverte du site. Par le sommaire, on accède à l'ensemble des rubriques. C'est un site très conséquent qui nous a mobilisés pendant 3 années dans le cadre du programme de recherche didactique tangible. On peut aborder pas à pas toutes les questions relatives à la création, à la fabrication et à l'impression d'un tel atlas. Nous présentons tout d'abord l'équipe impliquée dans cet ouvrage, les métiers qui sont associés à sa création, l'anatomiste, puis le dessinateur, le prosecteur, celui qui prépare les corps pour la dissection, le lithographe, celui qui reporte les dessins sur pierre, l'éditeur, naturellement, l'imprimeur, la coloriste, nous y reviendrons puisqu'il y a une version couleur de l'atlas, et le libraire, enfin, en charge de la vente de cet ouvrage sous forme de livraison, puisque cela a été le mode d'édition choisi. Une autre rubrique présente les acteurs. Ils sont extrêmement nombreux. Il a fallu retrouver le nom de chacun puisque, contrairement à un ouvrage contemporain, il n'y a pas un ours clair qui présente tous les signataires de l'ouvrage. Les planches sont signées, mais il a fallu les répertorier un par un. Les propositions de portraits sont des vues d'artistes, car pour la plupart d'entre eux, il n'existe ni de dessin, ni de gravure, ni de photographie. Ce chapitre est complété par 2 biographies illustrées, celle de Jean-Baptiste Marc Bourgerie et de Nicolas-Henri Jacob. Le chapitre suivant présente le projet éditorial par une frise temporelle qui permet de repérer les dates clés de ce projet d'une grande complexité.
Chaque information est documentée de la façon la plus précise possible, puisque l'on a pu associer la ressource numérisée qui nous a servi de référence. Et d'autre part, une autre rubrique assez fascinante, avec les dessins préparatoires de Nicolas-Henri Jacob, qui ont été numérisés par la Bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris et que nous mettons, pour un certain nombre d'exemples, en parallèle avec les images imprimées dans l'ouvrage. Le chapitre qui suit présente la technique de la chromolithographie apparue dans la dernière moitié du XIXe siècle. Nous avons sollicité le spécialiste de la question, le professeur Michael Twyman, afin de nous aider à résoudre une controverse. En effet, dans de nombreux ouvrages historiques, il est mentionné que la deuxième édition de l'Atlas de Bourgerie et Jacob, l'édition Guérin, a été mise en couleur grâce à la chromolithographie. Nous démontrons par notre enquête que ce n'est pas le cas. La deuxième édition a été mise en couleur comme la première, l'édition Delaunay, à la main, par des coloristes. Le chapitre sur lequel je souhaiterais m'attarder quelques instants est celui consacré à un atelier d'enluminure au XIXe siècle. En effet, grâce à notre enquête et en particulier aux recherches de Martial Guédron, nous avons déterminé que c'est dans l'atelier de Madame Mantois qu'a été coloriée à la main l'édition en couleur de l'Atlas anatomique de Bourgerie et Jacob aux éditions Delaunay. Nous avons réalisé une application qui présente l'atelier d'enluminure. Cette application pour tablette a été disponible un temps sur Google Play. Elle est désormais consultable uniquement via notre site. En croisant différents documents, nous avons reconstitué l'architecture et l'aménagement du lieu et toutes les étapes de travail nécessaires à la mise en couleur des planches anatomiques. Dans un premier temps, les planches lithographiées en noir et blanc étaient livrées dans l'atelier, puis elles étaient nettoyées, encollées pour permettre d'accueillir les encres à base d'eau, puis séchées. Un chapitre est consacré à la présentation des outils utilisés par les différentes personnes travaillant dans l'atelier d'enluminure, uniquement des femmes. Par l'interactivité, on peut découvrir tous ces outils. De la même façon, on peut découvrir les couleurs qui sont utilisées dans l'atelier. Il est à noter que Madame Mantois a été marchande de couleurs et a contribué à développer l'usage du blanc de zinc en remplacement du blanc de plomb particulièrement toxique. Dans l'étape suivante, Madame Mantois mettait en couleur une planche modèle et donnait à chacune des employées de l'atelier une tâche à accomplir, chacune étant responsable d'une couleur. C'est ce que l'on peut observer dans l'application où le travail passe d'une main à l'autre, de la plus rapide à la plus minutieuse, en fonction des couleurs à disposer et des détails à colorier. Afin de demeurer sous l'angle de la thématique de mon exposé, je voudrais conclure en vous présentant ce dernier chapitre, celui concernant notre enquête. En effet, fort de nos connaissances sur la chromolithographie d'une part et sur cette technique de l'enluminure d'autre part, par le procédé numérique, nous avons pu démontrer que c'était bien la main de la coloriste qui faisait les variations constatées en observant la même planche dans plusieurs ouvrages, et non le décalage des pierres lithographiques, si la mise en couleur avait été faite par cette technique. En chromolithographie, chaque pierre imprime une couleur en propre. Nous avons observé à la loupe, dans le détail, la même planche issue de différents exemplaires de l'Atlas de Bourgerie et Jacob dans sa version couleur. 3 de l'édition Guérin et une
de l'édition Delaunay, appartenant au fonds de la Bibliothèque de médecine et d'odontologie de Strasbourg et de la Bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris. Sur ces détails de la même planche, on peut observer des variations extrêmement importantes qui correspondent tout à fait à la diffusion des encres. Pour qui a déjà utilisé ou des encres ou de l'aquarelle, on peut observer à certains endroits les pigments se regrouper et à d'autres le tracé du pinceau prendre des chemins différents. Nous avons ainsi démontré que tous les exemplaires, quelles que soient les éditions, étaient donc colorés à la main. Pour conclure, c'est dans cette variation des mises en couleur, attachée à la facture de chaque coloriste, que nous quittons l'objectivité des représentations anatomiques pour retrouver une forme de variation anatomique propre à la vie. Je vous remercie de votre attention.